C'est l'heure de votre débat d'actualité sur Afro Web TV ainsi que sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Merci à tous d'être avec nous pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. Je suis très heureux encore une fois d'être à votre compagnie pour conduire ce débat qui sera très intéressant vu qu'on parlera encore d'Afrique et puisque c'est l'Afrique qui gagne tous les samedis sur les ondes d'Afro Web TV, sur votre chaîne YouTube également Afro Web TV, vous que nous visualisez. Nous excusons pour ce petit retard, c'est dû au réglage technique et nous disons infiniment merci à vous tous ceux qui allez également partager cette émission avec les uns les autres. Vous pourrez nous appeler sur le plus 1 319 462 89 79 pour contribuer au débat de ce jour. Bien entendu, le débat nous amènera au Sénégal, en Côte d'Ivoire, sinon en Afrique pour parler de l'éligibilité des candidats de l'opposition à chaque fois, puisque l'apanage maintenant donc on le connaît tous. On arrivera également en deuxième partie de cette émission pour parler du 9e congrès panafricain qui a marqué donc l'actualité à Lomé. Qu'est-ce que nous retenons à la diaspora, que retient les panafricains qui résident à la diaspora? La voix est donnée à la diaspora chaque samedi pour disséquer les thématiques qui vous intéressent sûrement. Pour en parler, nous avons le privilège d'avoir à part Duplessis et avec nous aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, Monsieur Tché Helou Nyamasedi Alphonse Laté Hefoume Lawson. Vous êtes le coordonnateur général de la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, Koji Togo, et président du mouvement pour un Togo nouveau et membre fondateur de la CPP, Convention pour le panafricanisme et le progrès. Vous êtes aussi le membre du bureau des gouverneurs de l'université de Saint-Boniface au Canada. Merci pour votre présence, Monsieur Alphonse Tchérélou Lawson. Merci beaucoup à Moïse pour cette invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'honorer votre plateau par ma présence. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour saluer le professeur Pini Pini, avec qui j'aurai donc le plaisir de débattre sur votre plateau. Permettez-moi également de saluer toute la diaspora togolaise qui est branchée à votre émission. Saluer le peuple togolais et tous les afro-descendants, les panafricanistes qui suivent avec beaucoup d'intérêt votre émission. Avant de planter le décor, permettez-moi, comme je le fais toujours, de me sacrifier à cet exercice de réclamer la libération des prisonniers politiques togolais, essentiellement à deux dames, Madame Léla Traoré, qui est emprisonnée depuis 3 ans, qui croupit dans les geôles de Fort Gnassingbé, à qui on a arraché son bébé pour des faits politiques, et aussi Rikiata Nyagundi, qui est aussi arrêté, qui subit les peines de prison à Dapan au nord du pays, pour avoir tout simplement fait un audio par WhatsApp pour exprimer son opinion sur les raisons qui ont occasionné les premières attaques terroristes au nord du pays. Cette dame également croupit sans jugement dans les geôles de Fort Gnassingbé. Nous réclamons donc la libération de tous les prisonniers politiques. Le Togo, qui est transformé en une prison à ciel ouvert, a besoin justement que les droits de l'homme soient respectés et que les Togolais puissent avoir les droits nécessaires, les droits de l'homme, que ces droits soient respectés et que ces prisonniers qui sont maintenus dans des conditions inhumaines, cruelles, dégradantes, puissent être libérés et que les Togolais ont droit à la liberté, à la démocratie, à la paix aussi et au droit fondamental constitutionnel de choisir librement leurs dirigeants. Voilà ce que je veux dire d'entrée de jeu à cette émission. Merci. Et on sait votre engagement en la matière. On reçoit également l'un de nos consultants maison on a l'habitude de le recevoir par Duplessis, spécialiste en la matière quand on parle de politique et quand on parle d'analyse. Il est écrivain, il est enseignant d'université, professeur Pini Pini. Bonjour, comment va la famille congolaise? Bonjour Moïse, bonjour cher Lawson, bonjour tous les panélistes, tous les amis qui nous suivent en ce moment. Je partage l'émotion qu'a dégagée l'intervention de Lawson par rapport à ces dames et à tous ces messieurs qui sont emprisonnés chez nous au Togo. Ça ne nous honore pas du tout de voir de telles pratiques. Ce qui se passe sur notre terre ancestrale
la terre première de l'humanité, pourtant qui aujourd'hui montre une face qui n'honore pas notre humanité justement. Donc, comme lui, moi je réclame aussi la libération de toutes ces personnes incarcérées au Togo. On ne peut pas diriger des personnes, des gens, en les emprisonnant. La prison, c'est pas le lieu de vie. Et sinon, moi-même, je me porte bien. En général, ça va bien. L'université aussi à Bandundu, ça va bien. Au Congo, ben, on se prépare également aux élections et là aussi, il y a des troubles. Il y a eu une marche de l'opposition, je crois que c'était le 20 mai dernier, et les forces de sécurité ont sévi sur les gens. Ça a eu il y a eu une brutalité injustifiable. Même le président de la République, ça l'est même inquiété. Donc je crois que le problème, il est récurrent, il est un peu partout en Afrique. Et nous demandons, donc nous réitérons, d'ailleurs ce sera aussi l'occasion de cette émission, demandons à ceux qui ont cette responsabilité de diriger nos peuples, notre peuple, de cesser, de prendre le taureau par les cornes, de revenir sur des sentiments tout à fait panafricains. Nous parlons de panafricanisme d'ailleurs à Lomé. Il faudrait que ces sentiments panafricains habitent ceux qui dirigent les peuples africains actuellement. Il faudrait qu'ils les fassent suivant notre ancestralité. Le respect de la personne, elle est primordiale chez nos ancêtres. Donc nous ne pouvons pas nous départir de cela et dire, nous présenter comme étant des dirigeants panafricains qui veulent instaurer le panafricanisme en Afrique. Cela est tout à fait contraire. Donc je réitère cet appel-là. Aussi, je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci à toi pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Bien avant de rentrer dans le sujet, vous venez de parler donc du panafricanisme. On en reviendra sûrement en deuxième partie de notre émission. Monsieur Alphonse Tchehelu Refoume Lawson, dites-nous rapidement, que devient Kodi Togo? Ça fait longtemps qu'on ne sent plus Kodi Togo. Quelle est l'actualité de Kodi Togo et des mouvements que vous conduisez en tant que coordonnateur? Très rapidement, en une minute. Je dirais que Kodi Togo se porte très, très bien. Kodi Togo est au front. Kodi Togo est vent debout. Kodi Togo apporte son appui au peuple togolais en lutte pour l'alternance et la démocratie. Kodi Togo travaille avec la société civile au Togo et appuie toutes les initiatives de la société civile. Récemment, Kodi Togo faisait partie de la conférence de presse de la société civile qui dénonçait les malversations, le détournement de fonds des 400 milliards de Covid-19 qui a été octroyé au Togo et que le rapport de la Cour des comptes a montré que ces fonds ont été mal utilisés, détournés et donc par les responsables ministériels du Togo. Et Kodi Togo s'est associé à cette conférence de presse et a dénoncé justement l'utilisation, le détournement de ces fonds et a porté plainte avec la société civile contre X pour détournement, vol et abus de confiance. Malheureusement, comme vous le savez, la justice togolaise a rejeté cette plainte, arguant que l'association qui a représenté la société civile n'a pas subi de préjudice pour pouvoir oser porter plainte au nom des Togolais. C'est absolument regrettable comme la justice est instrumentalisée au service de la dictature qui rejette donc toute possibilité pour les Togolais, n'est-ce pas, de demander justice auprès de cette institution. La Kodi Togo également s'est associé au mouvement citoyen qui a voulu manifester et par 3 reprises, le préfet qui s'est permis, n'est-ce pas, de rejeter toutes les demandes légales de manifestation pacifique à Lomé, arguant des arguties complètement farfelues et qui choquent, n'est-ce pas, la conscience humaine, mais aussi
les principes de démocratie, où tous les espaces de liberté au Togo sont complètement réduits à néant. Donc, c'est pour vous donner quelques exemples pour dire comment Kodi Togo est à côté de euh, la vaillante, je dirais, organisation de la société civile sur le terrain. Et sur le plan international, Kodi Togo appuie les initiatives également de lobbyisme, mais aussi de plaintes auprès des institutions régionales, notamment les avocats ont porté plainte auprès de la Cour de la CEDEAO pour la libération de Oumolou, Jean-Paul Oumolou, qui est détenu de façon arbitraire, n'est-ce pas, à la gendarmerie de Lomé depuis qu'il est rentré au Togo il y a plus d'1 an. Et là aussi, Kodi Togo appuie sur ces initiatives-là, ces batailles juridiques contre le gouvernement togolais. Donc, c'est pour dire que nous sommes assez occupés à défendre donc la diaspora, ceux qui sont rentrés, qui sont emprisonnés, notamment Aziz Goma également, qui est retenu depuis 3 ans malgré sa maladie, malgré qu'il est devenu gravataire, il est retenu à la prison civile de Lomé. Ibrahim, qui est aussi revenu d'Allemagne et qui est aussi emprisonné, bien que la justice togolaise a décidé sa libération, le procureur refuse de signer donc sa libération. Tout ce dossier nous préoccupe énormément et donc voilà, nous travaillons pour cela. Et tout récemment, vous savez que Fonia Sigbe était à l'Élysée et au cours donc de cette visite à l'Élysée, il y a 2 activistes engloutis et puis Madame Dobache Chimène ont été agressés par les gardes-corps, n'est-ce pas, de Fonia Sigbe, qui ont exporté en France la terreur et la violence qu'ils exercent sur les Togolais. Ça a été exporté en France et donc agressé ces 2 manifestants pacifiques qui exprimaient tout simplement leur ras-le-bol. Et Kodi Togo a sorti un communiqué pour dénoncer cela, appuyer la plainte qui a été logée contre ces gardes-corps qui ont osé agresser sur le sol français les manifestants pacifiques togolais. Voilà un peu toutes les actions, tout azimut que nous menons. Parfois, on ne fait pas beaucoup de bruit, mais on est beaucoup plus efficace dans la discrétion, mais c'est le résultat qui compte et nous tenons à saluer l'équipe de Kodi Togo, le Conseil supérieur et tous les Togolais engagés dans la diaspora et ailleurs qui travaillent pour soutenir le peuple togolais dans sa lutte contre un régime de dictature militaro-monarchique qui dure depuis 60 ans, la plus vieille d'ailleurs d'Afrique, il faut le noter. Et nous en reviendrons tout à l'heure quand on va évoquer la question du panafricanisme. Alors, nous sommes au fond, nous sommes au fond. Alors, bien avant de rentrer dans le vif du sujet, professeur Pinipini, quel est l'état de la démocratie en Afrique en ce moment? En une minute pour planter le décor. Oui, ça c'est... J'ai écrit ce livre-là, L'Afrique en commun, qui dit tout sur l'état politique et donc démocratique, comme vous dites, de l'Afrique actuellement. Que l'Afrique se trouve dans un état comateux, c'est-à-dire un état de mort cérébrale, et qui pose problème parce que ça handicape terriblement la bonne marche de notre continent, cet état-là. Et justement, c'est dû ce problème des élections, on va en parler, c'est l'un des points par lesquels cet état se manifeste, cet état comateux de l'Afrique. La situation de l'Afrique, elle était très inquiétante, je vais d'ailleurs en parler. Je trouve que nos dirigeants ne se rendent pas vraiment compte aujourd'hui de la dangerosité de la situation africaine en réalité. Parce que de tout le peuple qui vivent aujourd'hui sur la terre, hein, on peut dire les peuples africains, ou le peuple africain, il est le seul qui ne soit pas véritablement protégé. Donc tout peut lui arriver d'un moment à un autre. Donc il y a un vrai problème qui se pose et nos dirigeants ne semblent pas prendre cela en considération. Ils vont avoir la responsabilité
donc de la mort effective du peuple africain. Mais cela ne devrait donc pas arriver. Alors, pour répondre à votre question, c'est ça que je trouve que la situation de la démocratie, en général d'ailleurs, la question de la démocratie, elle se pose en Afrique parce que ceux-là même qui l'ont amené en Afrique ne sont pas des démocrates, n'ont pas amené la démocratie en Afrique. D'abord, ils ne la pratiquent même pas chez eux. Mais la colonisation en tant que telle, ou ce qu'on appelle simplement l'occupation coloniale, l'occupation armée coloniale, n'est pas un système démocratique. C'est une dictature. Or, c'est cette dictature-là qu'ils ont implantée. Alors moi, je voudrais dire que le médecin est malade, il est dans un état aussi comateux, donc il ne peut pas, dans ces cas-là, apporter quelque secours que ce soit au patient qui se présente devant lui, parce qu'il ne peut pas, il est dans l'incapacité. J'en ai pour preuve, ici j'ai apporté 2 ouvrages qui montrent que le médecin lui-même, donc l'Occident, qui a apporté la démocratie en Afrique, l'Occident est lui-même malade. Alors, cela ne peut pas être... il ne peut pas être celui qui va apporter la solution à la crise africaine. Pourtant, les Africains se fient, les dirigeants africains se fient à l'Occident pour résoudre leurs problèmes, pense-t-il. Alors voilà un des livres que j'apporte ici. Voilà, vous pouvez voir. Il s'intitule Le président absolu. Il parle donc de la France. Le sous-titre, c'est la 5e République contre la démocratie. Il est écrit par Philippe Fabry. C'est un Français. Donc, le président absolu. Dans ce livre, je vais lire quelques petits passages. Dans ce livre, il dit, notre ami Philippe Fabry, il dit carrément, en un mot, comme en 100, sans S-E-N-T, double point, la France n'est pas une démocratie. En un mot, comme en 100, la France n'est pas une démocratie. Et il dit, qu'est-ce qui justifie cela? Ça, c'est la page 5. À la page 4, il a déjà dit qu'il y a la perte chronique de légitimité populaire des gouvernements français successifs. Alors, à la page 22, il y a une phrase terrible qu'il dit que l'élection du président de la République au suffrage universel est une monstruosité au sens littéral du terme, c'est-à-dire une conformation anormale aux conséquences aberrantes. Et il donne comme justification le mouvement, ce livre était écrit avant la crise actuelle, la crise qui ébranle la France actuellement à propos de ce régime de retraite-là. Mais l'année passée, c'était les gilets jaunes qui réclamaient comme solution un référendum d'initiative citoyenne en lieu et place des élections. Pour parler justement de cela, il y a un autre livre ici écrit par David Van Reybrouck. Il s'intitule Contre les élections. Contre les élections, et notamment les élections en Europe. Lui dit qu'il y a 3 dans la crise en Europe, la crise de la démocratie se remarque par trois faits. Il y a d'abord le problème de légitimité qui se manifeste, qui est un peu partout. Il y a l'abstention et enfin, il y a le fait que de moins en moins de personnes adhèrent aux partis politiques. Il parle même qu'il y a même que 4,65%
On va en vers les pays revenir. européens. Oui, Voilà. on va Donc, revenir dans quelques instants par sur le oui, tréfonds oui, donc du sujet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'éligibilité des candidats de l'opposition. On se voit que l'échéance est à 10 mois, à quelques jours de l'échéance donc des élections, certaines parties de l'opposition ou les opposants ne sont pas sont barrés probablement, si vous permettez de le dire ainsi. Et aussi donc on ne les permet pas d'aller aux élections. Est-ce la faute aux opposants ou est-ce la faute au gouvernant, sinon donc au comité électoral ou aux organisateurs des élections? Monsieur Alphonse Hello Lawson, qu'en dites-vous? Ben, je pense que euh, c'est une question, je dirais, qui traverse toutes les, tous les systèmes de démocratie, en guillemets, africains. Et on le voit en Côte d'Ivoire, on le voit au Sénégal, on le voit au Togo, on le voit pratiquement dans tous les pays et qui pose la question même de la crise de la démocratie en Afrique, mais également plus spécifiquement la question de l'alternance politique. Et donc, il y a une volonté, une velléité de ne pas permettre cette alternance politique. Et ça se cristallise sur la question justement des candidatures, la question des tests de loi, donc constitutionnels, avec les troisièmes mandats, les questions de fonctionnement des CENI, et donc voilà, il y a tout un problème. On voit que le système démocratique africain se cristallise, euh, se, il y a une certaine myopie politique qui se développe, surtout quand on approche des échéances électorales. Et cela augure, en tout cas, donne des signaux, des indicateurs sur la santé démocratique des pays africains, avec un certain nombre de problématiques auxquelles sont soumis, je dirais, les partis d'opposition qui, quelque part, sont traités de façon indigne et les espaces de liberté sont réduits. Et donc, on voit que c'est souvent des moments de conflit. C'est assez anxiogène, mais aussi conflictuel et qui amène des dérapages, des violences, des morts inutiles. Et c'est toujours autour de la question du pouvoir, ou la question de l'alternance ou de la conservation du pouvoir. Il faut revoir donc, je dirais, la topographie politique et démocratique de ces pays-là, même les pays qui sont plus avancés et qui sont, en tout cas, mis en exergue comme des pays démocratiques comme le Sénégal, on voit justement qu'ils sont rattrapés par je dirais, ce chaos politique qui est justement la question de l'alternance de la démocratie, des échéances électorales. Je pense que les Africains doivent revenir à l'essentiel, respecter la volonté des peuples et cette volonté qui veut ces alternances, qui veut ces changements. Je pense que les États africains doivent être à l'écoute de leur peuple, des mouvements de leur peuple, mais aussi de ne pas se laisser kidnapper par la volonté des impérialistes, des Occidentaux qui veulent imposer leur, leurs vassaux à ces pays africains dans le non-respect, n'est-ce pas, de la volonté démocratique. Tout à l'heure, le professeur Pilipini évoquait le fait que ces Occidentaux qui nous apportent la démocratie, eux-mêmes ne sont pas démocrates. Ça se vérifie tous les jours. Et quand le peuple africain veut exprimer sa volonté, eux, ils décident d'imposer leur volonté à eux, à contrario, n'est-ce pas, des principes de démocratie. Et c'est ça qui amène l'Afrique dans des turbulences, dans des zones de violence et qu'on observe un peu partout. Et parfois, ça prend des développements dramatiques comme ce qu'on voit aujourd'hui au Soudan, avec deux généraux qui se battent. Et entre-temps, c'est des
Africains qui meurent dans la souffrance, dans le dénuement total, sans que le pays se construise ou se solidifie sur des bases de solidarité, de démocratie et de partage du bien-être collectif. Je pense que c'est assez regrettable. Et la nouvelle jeunesse africaine, celle qui est vent debout aujourd'hui, ce mouvement citoyen, ce mouvement panafricain, doit remédier à cela pour pouvoir permettre à l'Afrique de se libérer, n'est-ce pas, des systèmes d'exploitation, de domination, et qui se cristallise justement par ces régimes dictatoriaux qui empêchent l'Afrique de se développer ni de s'épanouir. Alors, en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo et son filleul qui se sont vus retirer donc de la liste électorale. Au Sénégal, c'est Macky Sall qui ne permet pas, notamment à son adversaire politique, donc de se présenter aux élections, vu qu'il y a également des problèmes en cours avec la justice. Dites-nous clairement, quelle analyse faites-vous, professeur Pinipini, donc de tout ce qui se passe et qui ont marqué donc cette semaine l'actualité? Oui, oui, je peux dire qu'il y a, je crois, dans les deux cas, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal, et d'ailleurs même partout ailleurs, même comme a dit notre ami Lawson, c'est que il y a une confusion, j'allais dire, entre euh, l'obéissance des institutions au pouvoir en place et l'alignement. Parce que le pouvoir en place veut l'alignement des institutions euh, du pays. Je veux dire, par exemple, il veut que l'armée lui soit alignée, que la police lui soit alignée, que la justice lui soit alignée, que l'administration lui soit alignée. Alors que ce sont des outils de la gestion du pays qui devrait être indépendant vis-à-vis du pouvoir en place. Le pouvoir en place doit dépendre de ces outils de gestion qu'il peut utiliser, mais pour le bien du pays, pour le temps où il est à la tête du pays. Mais ici, nous remarquons qu'il y a, au contraire, une volonté de chercher ou d'imposer un alignement de tel contre tous les autres. Donc comme ça, on s'accapare, hein, donc le pouvoir, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal, s'accapare des instruments de gestion du pays qui deviennent les instruments du pouvoir que le pouvoir va utiliser à sa guise. Et c'est ça qui pose problème. Donc, si la CENI, les services qui organisent les élections étaient véritablement indépendants, si la justice était véritablement indépendante, si l'administration était véritablement indépendante, l'armée et la police mêmement, ça ne poserait aucun problème. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait une compétition qui allait se passer à armes égales. Mais maintenant, le problème, c'est que les armes sont totalement inégales parce que le pouvoir s'accapare, il ne lui appartient pas. Ce qui appartient au peuple devient pour lui contre le peuple. Donc c'est là où le problème. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ben, le président Laurent Gbagbo et même Blé Koundé, je crois que c'est ça, ils ont été relaxés à la haie sans charge. Donc, ils ont été acquittés sans aucune charge à leur encontre. Donc, cela veut dire que on ne peut pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à l'élection de 2011 ne peut pas être mis sur leur tête parce qu'ils sont innocents. C'est vous qui le dites, professeur. Puisqu'ils n'ont pas été amnistiés. Je vais revenir sur ça, terminer en 30 secondes. Oui.
Oui, mais ils ont été, ils sont tout à fait, voilà, ils sont lavés de tout ce qui avait, tout ce qu'on leur avait accusé, tout ce qui avait été fait là. Donc maintenant, maintenant qu'ils sont revenus au pays, mais le président Laurent Gbagbo a même créé un parti politique qui a été accepté. Donc on n'a pas, on n'a pas refusé que son parti politique, qu'il puisse exercer son droit politique. Cela était. Alors maintenant, on voit brusquement, au moment où il doit exercer justement son droit, ses droits civiques, ben on va le lui refuser. Mais ça paraît tout à fait inconséquent. Soit on fait, si on ne peut pas lui refuser d'une main, disons aujourd'hui, ce qu'on lui a donné hier, ça n'a pas de sens. Alors maintenant, c'est la même chose avec au Sénégal. Le président Macky Sall s'était opposé, ben alors avec la dernière énergie, contre son prédécesseur Abdoulaye Wade, qui voulait lui aussi faire un troisième mandat. Lui s'était opposé pour dire qu'il n'en était pas question. Il fallait que le Sénégal puisse rester dans la légalité. Et maintenant, lui-même veut faire la même chose. C'est ça quand même qui est tout de même renversant. Donc on ne peut pas comprendre cette façon d'agir, où est l'intérêt du Sénégal là-dedans. Donc il n'y a que lui qui compte et non pas son pays. C'est comme ça, c'est ça qui ne va pas justement. Alors, comment peut-on arriver à un deal d'Amessi du côté donc de la Côte d'Ivoire lorsqu'on parle donc de Gbagbo et de Charles Blé Goudé aujourd'hui? Et est-ce les mêmes cas quand on parle également du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, on voit également l'opposition sénégalaise face à un deal. Est-ce qu'on peut arriver vraiment à un deal également du côté donc du Sénégal? Monsieur Thierry Lawson. Ben, je trouve que ce qui se passe dans l'espace francophone est assez révélateur d'un système de domination néocoloniale. Vous voyez? Et il faut partir d'abord des faits politiques à l'intérieur de ces pays. Et quand vous analysez ces faits, vous comprenez que c'est les mêmes identités remarquables qui reviennent, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo et dans d'autres espaces au Congo. Vous comprenez que on fait face je dirais, euh, aux mêmes symptômes d'une volonté de contrôle et de domination de la France-Afrique. Vous voyez. Et donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, que dans le cas du Sénégal, c'est la justice qui est instrumentalisée. Vous voyez que la justice, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Philippine, la justice, ce n'est pas les outils démocratiques, que ce sont la séparation des pouvoirs, mais la justice ne joue pas son rôle. Elle est plutôt au service d'une volonté politique de conservation du pouvoir, tout simplement. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, la radiation du président Gbagbo de la liste électorale est complètement un non-sens. Ça vient contredire, je dirais, tout ce schéma de réconciliation que Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, essaie de mettre en place. Il faut quand même voir un peu l'incongruité de la démarche, d'abord sur le plan juridique. Sur le plan juridique, le droit de voter où le droit d'être éligible est un droit constitutionnel. Vous voyez? Et c'est un droit inaliénable et un droit inviolable. Maintenant que le régime de Ouattara se permet de violer cette loi, pose un problème sérieux et qui met en danger la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et il faut rappeler quand même les faits. Le président Gbagbo a été arrêté Manu Militari le 11 avril, a été envoyé à la haie, tout simplement parce que la justice de Côte d'Ivoire estimait qu'il ne pouvait pas le juger. Donc, il y a eu son transfert à la CPI. Et pendant qu'il est à la CPI, la justice ivoirienne ramène sur le tapis un des aspects de la crise
qui a connu plus de 2 ou 3 000 morts. Et un élément de cette crise a été donc l'attaque de la BCEAO. Et cette affaire a été jugée au moment où le président Gbagbo était à La Haye. Donc, il a été condamné par contumace à 20 ans de prison. À La Haye, comme vous le savez, les péripéties juridiques ont finalement abouti à innocenter le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Vous voyez, leur retour au pays a été l'objet de toutes sortes de négociations, de blocages. Finalement, Ouattara n'a plus d'arguments pour refuser le retour de ces Ivoiriens qui ont été innocentés par la justice internationale sur leur terre natale. Ils sont rentrés, toute une démarche pour bloquer, en tout cas pour atomiser le parti historique, le Front populaire ivoirien. Le président Gbagbo a décidé de sortir de cet engrenage, de ce piège à con politique et juridico-politique et de créer son parti. Et aujourd'hui, on ramène, malgré que le président Ouattara les a amnistiés, et donc la conséquence de ça, c'est qu'ils puissent jouir complètement de leurs droits. Mais non, on leur ramène encore les conséquences juridiques de cette affaire pour leur refuser le droit de jouir justement de leurs droits constitutionnels. Pire encore, ce qui est encore gravissime, c'est que le président Gbagbo a porté plainte, n'est-ce pas, lorsqu'il a été déchu de ses droits civiques et politiques auprès du tribunal africain d'Arusha pour les droits de l'homme. Et le tribunal a donné raison au requérant, le président Laurent Gbagbo, et a enjoint l'État de Côte d'Ivoire de rétablir le président Gbagbo dans leurs droits en prenant toutes les mesures nécessaires pour qu'ils puissent immédiatement jouir de leurs droits civiques et politiques. La Côte d'Ivoire n'a pas aimé ce jugement et s'est retirée, n'est-ce pas, de la cour d'Arusha. Mais c'était trop tard, la décision était déjà jugée. Vous voyez? Et donc, l'État de Côte d'Ivoire n'a qu'à respecter cela et on remarque visiblement aujourd'hui qu'il non seulement ne respecte pas une décision de la Cour africaine, mais aussi va loin et enfreint au principe de réconciliation qu'il a mis en place depuis un certain temps. Voilà. Donc, on est complètement avec un président ivoirien qui n'est pas du tout crédible, qui est en train de jouer avec le feu, parce qu'il sait bien évidemment que c'est ces éléments-là qui amènent des conflits, et ces conflits qui se dégénèrent en termes de violence et de mort d'homme. La Côte d'Ivoire est assise sur un volcan qui n'est pas complètement éteint, dans la mesure où, même si la CPI a innocenté donc le président Laurent Gbagbo, à qui on a rendu responsable de tous les crimes, l'autre partie, puisqu'il y a eu une guerre, il y a eu une rébellion, n'a pas été jugée jusqu'à présent. Et donc, au lieu de pouvoir aller dans le sens de la réconciliation, le président Ouattara, me semble-t-il, est en train de jouer avec le feu, et cela avec la volonté, n'est-ce pas, de l'Élysée, de la France, qui l'a adoubé pour son 3e mandat et ses changements constitutionnels. Voilà, nous sommes encore devant, je dirais, un remake, c'est-à-dire que tous les acteurs du conflit ivoirien depuis une trentaine d'années sont encore sur place et Ouattara n'a pas oublié en tout cas que il était dans les mêmes conditions où il ne pouvait pas, n'est-ce pas, prétendre au droit de pouvoir être candidat à l'élection présidentielle pour des questions que vous savez d'ivoirité. Il a fallu un accord, n'est-ce pas, où le président ivoirien à qui on refuse, le président Gbagbo à qui on refuse aujourd'hui de s'inscrire sur une liste électorale, ce président-là a décidé en Afrique du Sud, avec la médiation de Thabo Mbeki, de signer un décret spécial, n'est-ce pas, qui contrevenait à la Constitution d'alors, mais qui autorisait
n'est-ce pas, le président Ouattara d'être candidat. Et c'est cette candidature, cette autorisation qui lui a permis, par fil et aiguille, de devenir président aujourd'hui. Tous ces, tous ces aspects historiques sont ignorés royalement par le président Ouattara. La réconciliation pour apaiser les cœurs en Côte d'Ivoire est ignorée et il me semble qu'il est en train de jouer un jeu dangereux tout en ne respectant pas les principes constitutionnels, en ne respectant pas le calendrier, en tout cas le schéma de réconciliation et d'apaisement, et aussi en faisant entorse aux principes élémentaires, n'est-ce pas, qui régissent le pays. Je pense que il faut que le président Ouattara revienne à de très bons sentiments pour créer le cadre d'apaisement nécessaire pour que les prochaines élections se tiennent dans les conditions libres et démocratiques. Professeur Pinipini, parlons maintenant donc du cas du Sénégal. On voit Ousmane Sonko. Et que se passerait-il si jamais Ousmane Sonko ne se présente pas aux élections? Quel est l'avenir du Sénégal face à ces élections prochaines? Et surtout, quand vous la comparez également au niveau donc, de la Côte d'Ivoire, quelle est l'analyse que vous vous en faites? Aujourd'hui, j'ai entendu un des manifestants parce que il y a une organisation qui s'est mise en marche là au Sénégal qui s'appelle Force Vive du Sénégal pour 2024, F24. Alors, un des manifestants, il y avait eu une grande manifestation il y a, je crois, 3 jours, et un manifestant disait que le système démocratique sénégalais est en coma. Donc, il rejoint un peu mon analyse pour dire que, il dit, si aujourd'hui Ousmane Sonko ne se présente pas aux élections comme le veut, comme le souhaite, comme entend de le faire le pouvoir de M. Macky Sall, eh bien le Sénégal va aller très très mal. Ça va être presque le chaos généralisé qui va s'installer. Donc, et je pense pas que le Sénégal en a besoin. Je dis, si les Sénégalais disent qu'ils n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin d'être en sécurité, ils ont besoin d'être dans la tranquillité, ils ont besoin d'un vrai dirigeant qu'ils vont eux-mêmes élire. Il ne faudra pas qu'on leur interdise d'élire quelqu'un qu'ils eux-mêmes veulent élire. Ça sera à eux de refuser d'élire Sonko ou pas. Mais ce n'est pas au président Macky Sall de choisir à la place du peuple parce que en excluant d'office Ousmane Sonko des élections, il est en train de faire le choix à la place du peuple. Alors à quoi servira alors l'élection présidentielle 2024 si déjà à l'avance, lui a déjà fait elle a déjà fait la scène à la place du peuple. Donc le peuple refuse cela. C'est pour cela que le peuple doit. Moi, je suis content qu'il y ait ce front-là ou cette organisation F24. Je demande qu'elle puisse être encore plus qu'elle puisse être très vigilante, mais prendre encore plus d'ampleur pour mettre la pression sur le président Macky Sall afin qu'il ne fasse pas l'élection à la place du peuple et tromper la population qu'il y aura une élection alors qu'il a déjà fait. Ce n'est pas à lui à élire les dirigeants du Sénégal, ce peuple sénégalais, d'élire les dirigeants, celui qui va diriger le Sénégal, celui ou celle qui va diriger le Sénégal dans les années à venir. Le président Macky Sall, il n'a rien à voir là-dedans. Lui, il est président, son mandat se termine, c'est fini, il laisse le peuple sénégalais faire son choix. Donc voilà moi ce que j'ai dit par rapport à cette situation-là. Maintenant, pour revenir un peu au président, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on voit bien que le président Alassane Ouattara, il est en train de faire une fuite en avant, parce qu'il sait très bien qu'il peut être jugé et condamné par rapport à ce qui s'est passé en 2011, parce qu'il est partie prenante, étant donné que Gbagbo a déjà été jugé et innocenté. Mais c'est lui qui doit être aussi jugé. Et on ne sait pas ce qui va arriver. Alors maintenant, lui voudrait pas que ce jugement-là arrive
Et pour cela, il faudrait que le pays soit à feu et à sang. Et je crois aussi, comme a dit Lawson, ces commanditaires néocoloniaux veulent évidemment que la Côte d'Ivoire soit à feu et à sang. C'est du pain béni pour eux, pour pouvoir voler toutes les richesses de la Côte d'Ivoire sans aucun problème. Parce que il faut que les pays européens continuent à produire leur chocolat. Et le cacao doit venir de la Côte d'Ivoire et à moindre frais. Et la meilleure façon de qu'il puisse venir à moindre frais, c'est que ce pays soit instable. À ce moment-là, ben on va aller prendre ce que l'on voudra parce qu'il n'y a pas de vrais dirigeants. Il faut absolument que ce soit des dirigeants qui soient des dirigeants alignés. Or, donc, le peuple d'Ivoire doit aussi faire comme la même chose comme ce qui se fait maintenant au Sénégal, qu'il y ait une force qui se mette en place pour défendre la démocratie, pour défendre les régimes ivoiriens, défendre la souveraineté ivoirienne contre ce président qui est en train de mener le pays vers le chaos. Parce que quand le président Gbagbo revient de la Belgique après sa libération à La Haye, mais il va quand même le voir. Il fait les pas vers lui, il va jusqu'à lui, il le voit même par deux fois. Donc, il fait montre d'une très bonne volonté. Et le président Gbagbo revient, il n'a pas fait un seul jour en prison. Alors maintenant, on dit qu'il est condamné à 20 ans de prison. Mais les 20 ans de prison en question, ça va commencer quand? Quelqu'un qui est condamné à 20 ans de prison, qui peut exercer ses fonctions politiques, disons, cette activité politique, qui peut mettre en place un parti politique, qui peut l'organiser. Il n'y a pas longtemps, il a organisé des rencontres extraordinaires à travers tout le pays pour son parti qui a comme ça galvanisé toute la Côte d'Ivoire. Mais alors, comment est-ce qu'on peut dire qu'un tel monsieur, il est condamné à 20 ans et qu'il ne peut plus exercer aucun droit alors qu'il en exerce? Donc moi, je crois qu'ils doivent se dessaisir là-bas et laisser la Côte d'Ivoire avancer sans M. Ouattara. M. Ouattara, c'est un homme comme tout le monde, il va passer. Il ne peut pas croire que la Côte d'Ivoire dépendra de lui, que c'est lui qui va emporter la Côte d'Ivoire dans sa tombe. Non, non, la Côte d'Ivoire devra continuer après lui. Il faudra qu'il laisse la Côte d'Ivoire aller. La Côte d'Ivoire, c'est un pays sur lequel toute l'Afrique est en train de compter, le Sénégal aussi. Donc, ces dirigeants, que ce soit Macky Sall, que ce soit le président Ouattara, ben, ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas hypothéquer l'avenir de l'Afrique de cette façon-là, en se comportant de façon qui n'honore pas notre continent. Donc, nous voulons qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, qu'il y ait également la paix au Sénégal, et que personne parmi les présidents et de la Côte d'Ivoire et du Sénégal ne fassent des élections à la place du peuple. Et ils n'ont pas ce droit-là. Alors, quelle est la solution et quelle est la leçon à tirer à l'issue donc de toutes ces conditions d'éligibilité des candidats de l'opposition au Sénégal comme en Côte d'Ivoire? Et quel est votre mot de fin pour cette première partie de notre émission, Monsieur Alphonse Djerelo Lawson? Je pense qu'il faut être absolument lucide et avoir une clairvoyance de la situation, être très déterminé, très organisé et déconstruire la stratégie de violence, de chaos, n'est-ce pas, qui est bien planifiée pour servir la volonté géopolitique de la France en difficulté en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit essentiellement. Donc, cette volonté qui met en difficulté, n'est-ce pas, la France-Afrique, eh bien, cela se traduit au plan interne par l'instrumentalisation des régimes de dictature. Et ces régimes qu'on veut voir maintenir ad vieternam utilisent des situations ou exploitent des situations ou montent des situations ubuesques pour créer le chaos à l'interne. C'est de ça qu'il s'agit. Si on prend la Côte d'Ivoire, le cas qu'évoque aujourd'hui Ouattara pour pouvoir ne pas permettre que Laurent Gbagbo s'inscrive sur une liste électorale ou soit éligible, eh bien, remonte à une crise lui-même qui est restée non résolue jusqu'à présent. Ils évoquent le cas de la BCEAO, mais il faut rappeler
les conditions dans lesquelles, justement, le président Laurent Gbagbo a eu réquisition à la BCEAO pour pouvoir, n'est-ce pas, faire face au paiement de plus de 140 000 fonctionnaires ivoiriens que Ouattara, avec la communauté internationale, a asphyxié à travers une anémie financière. Donc, c'est Ouattara qui est responsable de ça, mais aujourd'hui accuse le président Gbagbo d'avoir réagi en réquisitionnant la BCEAO. Mais il faut rappeler que la BCEAO, quand il s'agit de parler de braquage de la BCEAO, c'est Ouattara et les mouvements rebelles. Rappelons que c'est le 24 septembre 2003 qu'il y a eu une attaque sur la BCEAO à Boaké, sous le contrôle des rebelles en ce moment. Et il y a eu plus de 16 à 20 milliards qui ont été de francs CFA qui ont été dérobés et qui ont nourri la guerre, qui ont nourri la rébellion, qui ont fait beaucoup de centaines de milliers de morts, de massacrer les citoyens ivoiriens. Et ça, aucune justice n'a connu cette affaire jusqu'à ce jour. Donc, c'est ceux qui ont perpétré le vol, la violence, le crime, la rébellion, qui aujourd'hui se permettent justement d'utiliser ça contre ceux qui se sont défendus. Je pense que c'est complètement ubuesque. Et ça, eh ben, c'est justement pour permettre à Ouattara de pouvoir continuer pour un 4e mandat et sous, avec la volonté de puissance de la France de pouvoir garder la Côte d'Ivoire sous son giron. C'est le même parallélisme de forme qu'on peut établir avec le Sénégal, où aujourd'hui, la France est toujours en difficulté, veut garder la main sur le Sénégal face à cette volonté, n'est-ce pas, des citoyens africains de pouvoir changer de paradigme, et Sonko exprime ce nouveau paradigme d'une nouvelle génération africaine de voir changer la gouvernance de ces pays africains. Et donc, il faut empêcher Sonko, et pour l'empêcher, il faut instrumentaliser un problème de justice. Nous sommes tout à fait d'accord que s'il y a un problème de justice, si Sonko contrevient à des lois de mœurs, eh ben que la justice indépendante puisse se proclamer en toute liberté, en toute justice, et que la défense puisse avoir tous les arguments nécessaires de pouvoir avoir un procès équitable. Ce n'est pas le cas. Donc la justice s'est instrumentalisée pour empêcher justement après une condamnation à ce que Sonko ne soit pas sur la liste électorale, et à partir de là on instrumentalise ça pour permettre au président comment on l'appelle, Macky Sall, de pouvoir continuer avec un 3e mandat en toute violation constitutionnelle. Mais il faut rappeler les conditions dans lesquelles le président Macky Sall lui-même, Wade, voulant également faire la même chose, a instrumentalisé la justice pour empêcher le président Macky Sall d'être candidat. Il a eu des démêlés avec la justice. Il a dû même s'exiler pour pouvoir ne pas tomber sous le grappin de Wade qui voulait l'empêcher. Mais la société, les Sénégalais se sont mobilisés pour qu'aujourd'hui, lui puisse devenir président. Et c'est lui qui retourne la situation contre un adversaire. Donc, les Africains doivent pouvoir se départir de cela, comprendre que les hommes passent, le pays reste, et que il ne doit pas instrumentaliser les systèmes de justice pour empêcher d'éventuels adversaires, et servir également servir de vassal à la France impérialiste pour empêcher l'émergence d'un nouveau paradigme, d'une volonté populaire de changer les pays africains vers autre chose, qui est la démocratie, la liberté, la souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense que pour régler ce problème en résumé, il faudrait que la nouvelle génération comprenne que c'est la France, en tout cas c'est les pays occidentaux qui sont donc à la base de cette désordre-là. Ensuite, ils instrumentalisent justement leurs dirigeants pour pouvoir le faire. Ces dirigeants doivent comprendre que détruire leur pays pour servir la France, c'est complètement ubuesque, c'est complètement, ce n'est pas du tout intelligent. Il va falloir sortir de ce schéma France-africain de domination, d'exploitation pour un nouveau paradigme, et c'est ce nouveau paradigme de libération, de souveraineté et des pays africains. Donc, je pense que la balle est dans le camp du peuple africain, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Togolais, des Maliens, de se retrouver dans un mouvement d'ensemble, dans un mouvement de citoyenneté pour imposer la volonté populaire à ces dirigeants vassaux qui ne font que la volonté d'une
d'un impérialisme décadent et qui est en difficulté, qui veut utiliser des systèmes de chaos, de violence pour pouvoir reprendre la même, mais ça ne va pas arriver car l'Afrique est debout, l'Afrique panafricaine renaît de sa vigueur, de sa force pour qu'ensemble l'Afrique soit libre, démocratique et que les Africains puissent jouir de leur liberté fondamentale. Professeur Pinipini, dites-nous votre mot de fin pour clore cette première partie de notre émission. Oui, je vais prendre justement là où il termine notre ami Lawson pour dire effectivement que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, la solution, nous l'avons. La solution, elle vient du Mali, la solution vient du Burkina, la solution vient de Centrafrique. La population, aussi bien au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire, doit prendre l'exemple de ces populations au Mali, au Burkina Faso et en Centrafrique, faire une mobilisation importante et générale qui doit être permanente afin de contraindre ces pouvoirs décadents de libérer les pays, parce qu'eux qui doivent libérer les pays pour qu'un autre pouvoir puisse se mettre en place et diriger d'une façon efficace ces pays, parce que notre peuple a besoin de sécurité. Notre peuple, nous avons besoin qu'il y ait un bouclier nucléaire à la partie ouest africaine, qu'il y ait un bouclier nucléaire à la partie centre et est africaine et un bouclier nucléaire à la partie australe de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le seul peuple qui est ainsi exposé à l'extermination parce que nous n'avons personne rien pour nous défendre. Nous ne pouvons pas nous défendre. Or, il faudrait qu'il y ait un système de défense du peuple africain. Le continent africain est le plus riche à tous les points de vue. Au point de vue minéral, au point de vue forestier, au point de vue hydraulique, à tous les points de vue, c'est le continent le plus riche. Mais un tel continent riche doit être défendu. Qui le défend? Comment on le défend? Donc vous voyez comment est-ce que tout le monde vient puiser en Afrique parce que le continent africain, le peuple africain n'est pas défendu. Alors nos dirigeants, au lieu de prendre conscience qu'ils doivent un dirigeant, c'est d'abord quelqu'un qui assure la sécurité de son peuple. C'est ça le rôle premier d'un dirigeant. Ce n'est pas de pavaner à travers le monde, d'aller faire d'embastiller son peuple. C'est pas ça son rôle. Le rôle, c'est d'assurer la sécurité de son peuple. Alors, si eux ils sont incapables de le faire, alors ils ne peuvent pas diriger. Donc, le peuple doit s'élever. Il faut une mobilisation générale au Sénégal, mobilisation générale en Côte d'Ivoire, mobilisation générale, comme il y en a déjà eu au Togo, mobilisation générale au Gabon, au Congo, au Cameroun, pour qu'il y ait au Niger, pour qu'il y ait changement, et au Tchad, pour que finalement l'Afrique puisse se mettre debout, parce que nous ne pouvons pas laisser le sort de notre peuple entre les mains des gens qui sont totalement incapables, qui sont surtout de mauvaise volonté, de mauvaise foi. Parce que là, vraiment, il y a une mauvaise foi manifeste pour pouvoir aider pour mener le peuple africain à bon port. Il y a une mauvaise foi, ils ne veulent pas, ils préfèrent s'agenouiller devant ceux qui les ont installés. Alors, le peuple africain doit absolument se départir de ces dirigeants-là. Merci à vous d'être avec nous pour notre émission Avis de la diaspora. Fin de cette première partie, on va prendre une petite courte pause et on revient juste derrière. Merci et je vois le sourire pour parler du panafricanisme juste après donc cette courte pause et ça fait plaisir. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7